Aujourd'hui, on va vous parler des data sémantiques pour construire votre stratégie de contenu SEO. Et alors, je comprends pas quand... Ouais, bon, on va se mettre là, les slides défilent. Voilà. Donc, nous, on est Flair Agency. Flair Agency, c'est une agence SEO 100% indépendante qui a été cofondée par Kate, que vous voyez ici, et moi-même. Pour le coup, c'est une agence SEO qui est dirigée par 2 femmes. On aime bien le souligner parce que c'est assez rare de voir des femmes à la tête d'agences SEO ou head of SEO, etc. Donc, on en est assez fiers. Et pour le coup, nous, on est spécialiste de l'ensemble des moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'on va à la fois adresser des stratégies SEO sur Google, bien entendu, mais aussi sur Pinterest, sur YouTube ou encore sur TikTok, parce que vous savez, et vous l'avez certainement remarqué, les usages ont énormément changé. Je pense à un chiffre d'ailleurs qui est assez intéressant et qui est assez parlant. Aux États-Unis, il y a 40% des utilisateurs de TikTok, donc de la Gen Z, qui utilisent en fait TikTok pour faire leurs recherches informationnelles. Donc c'est pour ça, d'où l'importance de préempter en fait ce genre de plateforme, et c'est ce qu'on fait chez Flair Agency. Et en plus du SEO, on est accompagné de data analystes et de développeurs. Parce que pour le coup, c'est 2 expertises qui sont particulièrement complémentaires et qui peuvent faire avancer les roadmaps SEO. Toujours bien d'avoir les devs dans sa poche pour le coup. Et du coup, c'est vrai que vous l'avez vu tout à l'heure en présentation, nous on est assez présente sur les réseaux sociaux parce qu'on est des pipelettes, et parce qu'on aime être proche des gens. Je crois qu'on aime bien les gens. Du coup, on prend pas mal la parole, notamment sur LinkedIn, à travers nos 2 profils, à Marilou et moi, et à travers la page Flair Agency également. Et parce que on avait aussi envie de se lancer des challenges, on s'est lancé sur Twitch. C'est vrai que depuis cet été, on est présente sur Twitch. Au mois de novembre, on a proposé plus de 9 heures de stream. En plein Q4, on a trouvé que c'était une excellente idée. Mais voilà, du coup, on continue tous les Twitch live sur 2024 également, parce qu'on a pris tellement de plaisir à finalement venir partager avec vous directement, à avoir vos commentaires, vos réflexions sur les différents sujets qu'on a abordés. C'était trop cool et on s'est dit qu'on voulait pas passer à côté en 2024. Donc le prochain live est le 17 janvier à 11h30, ce que vous pouvez voir sur la slide. Alors du coup, on diffuse sur Twitch et sur YouTube. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Twitch parce que c'est la plateforme où on prend le plus de plaisir, parce que c'est vraiment la plateforme de stream où on peut faire plein de choses, plein d'animations. Tous nos replays sont disponibles sur YouTube. Donc, si vous voulez voir un peu ce qu'on fait et ce qu'on propose, vous pouvez directement aller voir là tout de suite sur YouTube les différents sujets qu'on a abordés. L'extrait qu'on vous a mis, c'est sur la Google Search Console, parce que c'est un outil qu'on aime beaucoup et dont on va vous parler en plus dans le reste de la présentation. Exactement. Et je crois que j'ai tout dit. Bah oui, voilà. J'ajouterais pour ceux qui veulent en savoir plus sur Pinterest, YouTube et TikTok, donc sur le SEO sur ces plateformes, on a récemment, en novembre, coécrit, toutes les 2 écrit un article qui est disponible sur Reacteur, donc la partie sous-abonnement du média Abondance. Voilà, on avait fait un autre article déjà il y a 1 an aussi sur le Pinterest SEO. Donc, je vous invite à aller le lire. Et si vous avez des questions sur ces sujets, n'hésitez pas aussi. On se fera un plaisir d'y répondre. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Boum, vif du sujet maintenant. Exactement. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de data sémantique et donc, en fait, finalement, vous aider à comprendre sur quel indicateur data vous appuyez pour construire votre stratégie de contenu. Et on va voir tout au long de cette présentation que le SEO éditorial, c'est pas simplement une affaire d'optimisation de title et de H1. Il y a un champ d'action possible qui est hyper vaste et qu'on va vous dérouler tout au long de cette présentation. Donc, on va vraiment parler de data sémantique. Et dans la construction d'une stratégie de contenu, il y a 3 étapes clés et hyper importantes à suivre avant de se lancer. La première étape, évidemment, c'est en fait l'identification et la compréhension de vos besoins, de vos objectifs et de vos points forts. Donc, avant de vous lancer dans une quelconque analyse SEO, vous allez devoir vous poser un certain nombre de questions. Déjà, vous demandez pourquoi vous voulez engager une stratégie SEO.
à quel objectif ça doit répondre. Est-ce que c'est un objectif de trafic, évidemment, de chiffre d'affaires, de notoriété, etc. Vous allez aussi identifier quelles sont vos problématiques actuelles. Des problématiques, elles peuvent être corrélées à la fois à des problèmes très concrets, comme par exemple des problèmes de visibilité sur les pages de résultats, sur des champs sémantiques, mais aussi, pourquoi pas, des problèmes liés au déploiement vraiment opérationnel, par exemple, pas de ressources nécessaires internes, etc. Et identifier aussi vos points forts, en fait, par rapport aux concurrents de votre secteur d'activité. Donc ça, déjà, ça va vous donner une bonne base. Et ensuite, on pourra passer à la deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est l'analyse sémantique SEO. Et ça va être vraiment la colonne vertébrale, finalement, de votre stratégie de contenu. Donc, l'analyse sémantique, qu'est-ce que c'est? C'est l'identification de l'ensemble des requêtes qui vont être tapées par vos cibles. Donc, vraiment le vocabulaire qui est réellement utilisé par les prospects que vous voulez toucher. Donc, pour parler très concrètement, en fait, c'est identifier une liste de mots-clés. Et attention, ici, on parle d'identification parce que le but, c'est d'identifier des opportunités de prise de parole. Donc, l'analyse sémantique, elle est à décorréler d'un audit de visibilité. Lors d'un audit de visibilité, on va uniquement s'intéresser aux mots-clés sur lesquels vous êtes déjà positionné. Le but de l'analyse sémantique, c'est d'identifier de nouvelles requêtes que vous n'appréhendez peut-être pas et que vos concurrents n'appréhendent pas. Et donc, tout le but de cette pratique, ça va être de mettre en corrélation la demande des internautes, donc les mots-clés qui sont tapés par ces internautes, avec votre discours marketing et votre offre de contenu. Donc, pareil, via cette analyse, vous allez répondre à un certain nombre de questions. Quel est le vocabulaire utilisé? Est-ce qu'il y a des tendances marché que je peux détecter, etc. Et ensuite, et seulement ensuite, va venir la troisième partie, qui est le déploiement opérationnel. Et en fait, pour déployer votre stratégie donc de façon opérationnelle, donc en mettant les mains dans le cambouis, vous allez vous appuyer sur les insights qu'on aura identifiés, que vous aurez identifiés lors de votre analyse sémantique. Et pour ça, en fait, vous allez reprendre les données, donc toute la data que vous avez identifiée, vous allez la mettre en corrélation avec votre site web pour identifier de potentiels points bloquants, points freinants à votre visibilité et identifier un certain nombre d'actions à mettre en place sur votre site web. Hyper clair sur ces trois étapes qui effectivement structurent toute notre pensée en termes de stratégie de contenu. Et je fais juste une parenthèse car si je vois vos commentaires uniquement sur Twitch, j'avoue que je suis sur Twitch, et des bisous du coup à Chloé et Trade qui sont notre fanbase qui nous suit tout le temps sur les lives et merci à vous d'être là aujourd'hui. Parenthèse fermée, je me refocus sur le SEO. Effectivement, sur ces trois étapes-là, vous imaginez bien qu'il y a, en tout cas pour nous, des dépendances. C'est-à-dire que s'il y a l'une des étapes qui est mal appréhendée, forcément, ça aura des répercussions sur l'étape suivante. C'est énormément le cas, en tout cas, entre l'étape 2 et l'étape 3. C'est-à-dire que sur l'analyse sémantique, si on n'a pas bien compris notre secteur d'activité, si on n'a pas bien exploré tout le vocabulaire des internautes et leurs demandes, forcément, sur le déploiement opérationnel, quand on va déployer toute notre stratégie de contenu sur le site, on va louper des choses parce que sur l'analyse sémantique, potentiellement, on n'aura pas tout exploré. Donc, en fait, nous, déjà, quand on parle de data sémantique, c'est en fait toute la data sémantique qu'on va pouvoir récupérer dans l'analyse. Et là, aujourd'hui, le but, c'est de voir comment, après, ça s'articule de manière très opérationnelle et les actions que je vais pouvoir faire sur mon site. Donc voilà, la data sémantique, elle est juste là, entre la 2 et la 3, et surtout dans la stratégie de contenu. Si vous voulez faire une vraie strat, c'est prenez le temps de faire l'analyse sémantique. C'est vraiment une étape indispensable parce que potentiellement, ça va avoir des répercussions énormes sur les déploiements du reste de votre roadmap. Mais du coup, c'est vrai que j'ai dit data sémantique, on a dit dans le titre, mais c'est quoi exactement la data sémantique? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Alors, on a trouvé le meilleur exemple, la meilleure façon possible de vous montrer, c'est de prendre plusieurs exemples concrets que nous, on a rencontrés à l'agence. Alors, vous allez voir, on a plein de secteurs différents et plein de sujets différents pour pouvoir vraiment concrètement pour vous voir comment nous, on interprète la data sémantique et quelles actions, du coup, on effectue suite à cette analyse-là. Donc voilà, démonstration, on fait des focus pour que vous puissiez voir concrètement de quoi on parle.
Donc effectivement, quand on parle de data sémantique, on va parler de mots-clés, mais la première étape, quand vous avez identifié l'ensemble de vos mots-clés, ça va être de les thématiser. Ça, c'est hyper important. Donc une thématique, ça correspond tout simplement à un groupe de mots-clés qui présentent les mêmes caractéristiques sémantiques. Et cette thématique, en fait, ce travail de thématisation, il va vous aider d'une part à identifier l'ensemble des grands sujets liés à votre secteur d'activité, donc des sujets sur lesquels vous allez pouvoir prendre la parole, mais aussi ça va vous aider à analyser en fait la data que vous allez récolter. Donc si on prend un exemple très concret sur le secteur du bijou, on a identifié plusieurs thématiques de mots-clés comme le bracelet, la bague, les colliers, etc. Et en fait, vous le savez, ces mots-clés, ils sont associés à une data qui est le volume de recherche mensuel moyen. Oui, c'est ça. Là, ce qu'on voit là dans le graphique, c'est pas un mot-clé, c'est pas bracelet. Exactement. Qui fait 549 000 de recherche. Ici, on se parle bien des thématiques identifiées qui comprennent toutes un certain nombre de mots-clés et qui, du coup, génèrent par exemple, donc 549 000 volumes de recherche mensuel moyen sur l'ensemble des mots-clés. Donc, c'est le volume de recherche cumulé. Ce volume de recherche, vous pouvez aller le chercher sur Google Ads avec le keyword planner ou encore sur SEMrush. Nous, on aime bien Google Ads pour le coup, pour les volumes de recherche. Mais donc, en fait, mettre en corrélation vos thématiques de mots-clés avec le volume de recherche, ça va nous permettre de prioriser nos actions en fonction du potentiel de trafic. Parce que qui dit volume de recherche élevé, potentiel de trafic plus élevé. Mais bien évidemment, cette data-là, elle est à mettre en corrélation en fait avec d'autres indicateurs, comme par exemple le chiffre d'affaires que vous allez générer sur une catégorie de produits. Par exemple, si vous faites très peu de chiffre d'affaires sur les boucles d'oreilles, c'est peut-être pas une thématique qu'on va prioriser, même si elle a un fort volume de recherche. Donc ça, c'est toujours à remettre en corrélation avec vos enjeux business à vous. Et puis, on va aussi le corréler à la visibilité de votre site sur ces thématiques. Exactement. J'adore tes transitions. Effectivement, en fait, toujours dans le but de prioriser. Ce que tu disais, c'est que nous, dans le SEO, quand on traite en plus énormément de data, parfois on ne sait pas par où commencer, qu'est-ce qui va me rapporter le plus et le plus rapidement. Ça permet aussi d'accélérer les résultats. Donc en fait, une fois qu'on a tout récupéré en termes de vocabulaire des internautes et toute la data sémantique avec l'intérêt, le but, c'est de voir où est-ce que toi, t'en es sur ton site pour pouvoir commencer à prioriser tes actions. La meilleure des choses, c'est de le mettre en parallèle. En tout cas, nous, c'est la première action qu'on mène, de le mettre en parallèle avec la visibilité du site sur lequel on travaille, ce qui permet de voir très clairement de là où il va y avoir des efforts à faire. Et là, si on prend l'exemple toujours du bijou et non pas du B2B, forcément, là, moi, je vois sur mon graphique que le type de bijou le plus recherché, c'est les bracelets. Et quand moi, je regarde ma visibilité de mon site, alors là, les différentes couleurs que vous voyez sur le graphique, c'est page 1, page 2, page 3. Forcément, la cartographie de la visibilité, on peut aussi faire un focus uniquement sur la page 1, sur des sites qui sont déjà très matures en SEO notamment, et avoir une répartition par top 1, top 2 à 3, top 5 et plus. Donc là, en tout cas, c'est sur les 3 premières pages. Donc si je reviens à mon exemple des bracelets, je me rends compte que au global, sur les 3 premières pages de Google, même s'il n'y a plus de pagination, enfin vous voyez le nombre de positions, on se rend compte que, alors que c'est quand même l'une des thématiques les plus recherchées, je ne suis visible que sur 25%, même pas 25% des mots-clés, et en page 1, je suis à peine à 10%. Donc potentiellement, si je mets un effort SEO sur cette thématique en priorité, je vais avoir des gains qui vont être plus importants que si je le mets sur boucle d'oreille ou les mots-clés génériques bijoux au vu des volumes de recherche qu'on a vus dans le graphique juste à côté. Tout à fait. Et justement, vous parlez de thématique. Alors, quand vous faites votre thématisation, il y a une deuxième étape importante aussi, c'est penser à sous-thématiser. Parce que là, comme vous l'a dit Kate, on s'est intéressé au bracelet. C'est sur cette thématique de mots-clés qu'on veut prioriser nos efforts pour acquérir un trafic plus important.
Et donc, vous allez devoir passer par une étape d'analyse un petit peu plus granulaire. Qu'est-ce qui se passe dans ma thématique des bracelets? En l'occurrence, on identifie plusieurs sous-thématiques de mots-clés qui correspondent à des typologies de produits assez précises. Et dans cet exemple ici, on identifie en fait que les bracelets de cheville sont particulièrement recherchés. Insight qu'on n'avait pas du tout identifié et que notre client n'avait pas du tout en tête, et surtout un insight à forte valeur ajoutée marketing, parce que on se rend compte qu'on propose ce type de produit dans notre catalogue. Or, aujourd'hui, on n'est pas du tout visible sur les bracelets de cheville. Pourquoi? Parce qu'en fait, les bracelets de cheville sont noyés dans des pages listing produits de bracelets, mais qui ne vont pas cibler ce champ sémantique très spécifique. Donc ça, pareil, c'est un focus sur lequel on va devoir se pencher pour augmenter notre part de visibilité sur donc les mots-clés de ce champ sémantique spécifique lié au bracelet. Et justement, Marie, vous parlez de sous-thématique. Il y a une autre sous-thématique quand nous, on a vu ce tableau-là qui nous a interpellés. Ce sont les joncs. Ouais. Joncs, c'est une sorte de bracelet. L'autre indicateur d'un point de vue data sémantique qui est hyper important, sur lesquels après on va pouvoir mener des actions, c'est notamment la répartition des expressions. On vous a dit, hein, les thématiques, les sous-thématiques, c'est des groupes de mots-clés qui sont liés à un même sujet. Et en fait, on voit que sur les joncs, il y a énormément d'expressions parce que le vocabulaire est hyper riche de la part des internautes, contrairement à d'autres choses comme les gourmettes. Ouais. Finalement, c'est ultra recherché, mais les gens tapent toujours à peu près les mêmes requêtes. C'est ça. Donc, il n'y a pas une variété sémantique de dingue, et donc on va pas avoir beaucoup de mots-clés à aller conquérir. Même s'ils sont importants, on va pas pouvoir aller explorer mille et un sujets et différents articles de blog, tout ça. Alors que le jonc, à la différence, il y a énormément de variétés. Et en fait, on se rend compte par ça que les internautes, déjà, ils s'y connaissent vachement en jonc. Ouais, tu vois, parce que, quand même, pour taper autant de mots-clés liés à un sujet très spécifique, ils s'y connaissent vachement. Donc, en fait, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils sont très précis dans la recherche de ce type de bijoux-là. Et donc, nous, ce qu'on peut en tirer, c'est déjà, je pensais pas qu'il y avait autant de variétés de joncs et que c'était autant demandé. Et donc, je vais pouvoir aller déployer des actions très précises en allant chercher cette longue traîne qui va être du coup ultra qualifiée, parce que là, on est sur un secteur du coup e-commerce, donc type de produit, donc conversion. Et donc, c'est là où le SEO va s'inscrire dans cette espèce de... je sais pas comment dire, je sais pas où j'allais avec ça. Le marketing, tu veux dire que ça nourrit le marketing, le côté marketing, du coup conversion et trafic ultra qualifié. C'est pas juste pour faire joli et de la notoriété. Exactement. Finalement, à travers ce genre d'analyse, on s'adresse pas qu'aux responsables SEO en interne. Exactement. On s'adresse aux chefs de produits, etc. Parce que, par exemple, on aurait pu décider, si on les avait pas au catalogue, de développer ce type de produit. Exactement. Et on a un super business case sur le sujet juste après. Tout à fait, je tease. Hop. Mais donc, Kate, vous le disiez, en fait, c'est hyper important via ces indicateurs ensuite de pouvoir déployer un axe stratégique et ensuite de rentrer dans l'opérationnel. Donc, si on reprend mon exemple des bracelets de cheville, ma stratégie, en l'occurrence ici, ça va être la création d'une nouvelle page parce qu'on l'a vu, j'ai ce type de produit à mon catalogue. Or, je n'ai pas de pages spécifiques qui vont cibler en fait cette typologie de produit et donc ce champ sémantique. Donc, maintenant que je connais ma stratégie, encore une fois, je vais m'appuyer sur différents indicateurs pour tout simplement commencer mon travail opérationnel. Donc, la première chose à faire, c'est déjà d'identifier quel type de page vous allez devoir créer. En l'occurrence ici, on identifie que sur les mots-clés bracelet de cheville, on est plutôt sur des pages catégories et des listings produits. Donc, je sais que je vais créer une nouvelle page catégorie à mon site qui cible les bracelets de cheville. Ensuite, vous allez devoir identifier à quel endroit de mon arborescence je vais insérer cette page. Et c'est là que le travail thématique aide, puisque le bracelet de cheville, c'est une sous-thématique de la thématique bracelet. Donc, je sais qu'elle va appartenir à mon cluster thématique bracelet dans mon site, et donc ça va être une sous-page finalement de ma grande page catégorie bracelet. Et puis, vous allez devoir passer concrètement du coup à votre stratégie de contenu, parce que même si c'est une page catégorie, vous allez devoir créer du contenu, et pour ça
ça, vous allez passer par un benchmark concurrentiel, donc identifier comment sont créés les contenus de vos concurrents, par exemple, sur les pages catégories. Et il va falloir aussi mettre en place des actions de maillage interne, donc de liens contextualisés qui vont apporter de la force à cette nouvelle page. Moi, je retourne à mon histoire de jonc. Ouais, vas-y. Toi, c'est les chevilles, moi, c'est les joncs. Donc, du coup, on a vu sur la slide précédente qu'il y avait beaucoup de mots-clés, donc beaucoup de variétés de joncs, que la recherche était très précise. Et donc, si je veux aller conquérir ces mots-clés très précis, l'une des solutions, ça peut être la création de facettes. Ouais. Parce que là, à l'heure actuelle, si on prend une situation comme ça, pour l'instant, sur le site, il y avait une catégorie jonc qui existait, mais générique, je veux dire, avec tous les produits liés au jonc. Mais pour aller chercher justement ces différentes variétés, c'est compliqué. Ouais. Parce que du coup, je suis noyée dans une page catégorie jonc et je vais avoir du mal à aller conquérir les mots-clés ultra qualifiés avec une catégorie générique. D'où la création de facettes. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous avez tous en tête de ce que c'est qu'une facette, mais je pense que, visuellement, vous voyez ce que c'est. Alors, c'est peut-être le terme que vous n'avez pas, mais c'est sur une page catégorie, vous avez la possibilité de filtrer. Donc, ça, c'est des pages facettes. Et les facettes, c'est ce qu'on va rendre indexable et crawlable. En fait, c'est des pages qui sont liées à la catégorie. À ne pas confondre. Avec la page filtrée. Avec la page filtrée, exactement. La page filtrée qui est juste du côté utilisateur. C'est ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de plutôt UX, mais qu'on va pas rendre indexable et pas crawlable. C'est pas une page à part entière. Il n'y a pas d'URL spécifique aux pages filtrées. Vraiment, la création de facettes, c'est des sortes de sous-catégories liées à une catégorie et qu'on va rendre indexable et crawlable. Et donc, du coup, quand on crée les facettes, et c'est pour ça que avec Marilou et chez Flair, la segmentation très SEO édito, SEO technique, c'est une vision très restreinte. Parce que finalement, quand on aborde ce genre de méthode sémantique, la frontière entre la technique et l'éditorial, elle est rikiki, quoi. Parce que via les facettes, vous allez forcément être amené, être amené à parler aux équipes techniques pour voir comment on crée les nouvelles pages, qu'est-ce qu'on rend indexable et crawlable, quelles sont les caractéristiques produits, que finalement on va pas mettre indexable et crawlable parce qu'il y en a pas assez ou qu'il n'y a pas d'opportunité sémantique comme on l'aura vu dans l'analyse sémantique. Donc voilà, après il y a plein de chantiers à mener, c'est assez lourd les créations de facettes et qu'il va falloir être vraiment dans la communication avec les gens qui s'occupent vraiment de la structure du site. Et voilà. Exactement. Gros chantier technique, se faire accompagner d'un adulte SEO. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Attention à ne pas reproduire seul à la maison. Exactement. Mais effectivement, si on reparle des facettes, donc un indicateur qui est hyper important à prendre en compte, du coup, c'est le volume de recherche mensuel généré par les mots-clés de mes sous-catégories facettes et surtout le nombre de produits disponibles. En fait, par exemple, si on prend l'exemple du demi-jonc, j'ai que 2 produits disponibles, je vais pas avoir un intérêt particulier à aller créer une facette, en tout cas de la rendre crawlable et indexable pour les moteurs de recherche parce que de toute façon, je ne remonterai pas. Mes concurrents ont beaucoup plus de produits disponibles au catalogue. Donc voilà, il faut vraiment en fait vous baser sous vos sous-catégories et de façon beaucoup plus granulaire là vraiment sur les mots-clés que vous allez cibler sur la page facettes et donc bien les remettre en corrélation avec le volume de recherche. Et donc suite à ça, vous allez pouvoir opérer en fait un benchmark concurrentiel, toujours pour aller identifier comment sont construites les pages catégories de vos concurrents en termes vraiment de contenu. Exactement. Et en parlant de contenu, c'est transition. On n'a pas fait exprès en plus, rien n'est répété. Mais du coup, une fois qu'on a fait ça, là, on rentre dans la création de contenu et tout ça. Donc, la preuve que le SEO éditorial, c'est pas bon allez, où est-ce que je crée des contenus, direct je vais créer des contenus, il y a une vraie réflexion à avoir. C'est ça. Donc une fois qu'on a pris en compte tous ces indicateurs là dont vient vous parler Marilou, là on rentre dans le brief SEO parce que pour apporter du poids effectivement à ces nouvelles pages là, oui, on fait du contenu pour contextualiser encore plus le sujet de la page. Donc là on va faire des briefs SEO à une équipe de rédacteurs qui eux, dont c'est le métier, vont apporter leur plume, leur tchatch
et du coup nous faire des beaux contenus pour ces nouvelles pages-là très transactionnelles. C'est ça. Et donc juste, je complète sur le nombre de produits, mais pas évident de déterminer le nombre de produits qu'il faut en fait pour ouvrir ou pas l'indexation ma facette. Toi, t'as une reco, toi, là-dessus? Ouais, moi en général, je pars sur minimum entre 5 et 10 produits, c'est une large fourchette, mais surtout à mettre en corrélation avec les concurrents, avec les catalogues du concurrent. Si on se bat contre, je sais pas, je sors du bijou, quoi qu'ils en ont, du Amazon, avec des milliers de produits dispo au catalogue sur une catégorie. Tu crées jamais facile si tu prends en exemple Amazon. Voilà. Non, mais donc voilà, toujours se frotter, enfin, aller voir ce qui se passe côté concurrence. Et pour le coup. Ah oui, c'est ça. Ouais, exact. Ah, pardon, je regarde les commentaires. Moi, je suis un poisson. Je vois des trucs, j'ai envie d'y aller. Capacité de concentration, zéro. Et c'est le business case qu'on voulait vous montrer, que tout à l'heure Marie-Lou a teasé un peu. Parce que c'est vrai que concrètement, qu'est-ce que ça rapporte? Parce que le SEO, non, ce n'est pas du vent. C'est vraiment des chiffres et des ventes qui peuvent en découler. Et la petite anecdote, enfin petite, non, vraie anecdote qu'on aime raconter, qui est une histoire vraie. C'est tiré de faits réels, ce qu'on va vous raconter. C'est, on a travaillé sur une analyse sémantique sur les terrariums. Tout le monde voit ce que c'est que les terrariums. C'est donc des plantes un peu d'intérieur. Sont cloche, dans un bocal, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Un peu déco. Très à la mode, très tendance. Et du coup, vaste sujet quand même, parce qu'il en existe des tonnes de variétés de terrariums. Donc, on avait fait cette analyse sémantique SEO. Et en fait, dans notre analyse, on s'est rendu compte que les kits pour terrarium étaient ultra recherchés. Donc, en fait, les internautes étaient certes intéressés par les terrariums, mais surtout intéressés par le faire eux-mêmes et du coup, faire quelque chose qui leur ressemble. Donc, nous, quand on a tiré ce constat-là, et c'est la preuve que dans l'analyse sémantique, il faut pas s'attacher que aux produits que le client vend, parce que du coup, quand on a fait cette analyse et qu'on a parlé aux équipes, ils ne vendaient pas ce produit. Résultat, parce que le SEO pour eux, c'était hyper important et qu'en plus, c'était un argument de choc. Enfin, quoi de mieux que de s'attacher à la demande des internautes pour venir développer un catalogue. Donc, du coup, ils ont développé le produit. Nous, en parallèle, en attendant qu'il y ait la production de ces kits, on a préparé le terrain sur le site. C'est-à-dire qu'on a commencé à réfléchir de comment on intègre ces nouvelles pages-là à l'arborescence actuelle, quel maillage interne on va pouvoir faire entre des articles de blog et des catégories de produits un peu similaires, un peu filles, pour apporter du poids sémantique. Donc voilà, il y a eu toute cette partie création de pages catégories et de produits, parce qu'après, il a fallu créer les templates de produits qu'ils ont réalisés. Et surtout, ne pas oublier le côté aussi informationnel. C'est vrai que là, on était très dans un secteur transactionnel avec vraiment des présentations de produits. Mais on est venu aussi soutenir notre stratégie avec des articles de blog parce que le kit pour terrarium, on est clairement dans une démarche un peu do it yourself. Donc, le but, c'est OK, t'achètes ton kit, mais on peut aussi accompagner notre audience sur le fait, les meilleures façons de créer notre kit et de comment tu le fais à la maison. Et le do it yourself, pour le coup, ça marche hyper bien sur le blog, surtout sur les sujets un peu d'intérieur et de maison et de décoration. Et donc, du coup, on a créé tous ces contenus-là en attendant d'avoir nos fiches produits pour déjà les conquérir, ce champ sémantique lié au terrarium et lié au kit. Et donc, du coup, parce qu'on n'est pas du genre à se la péter, je vous laisse lire les chiffres qui sont sur votre droite, sur les performances qu'on a eues à partir du moment où il y a eu tous ces nouveaux produits. Donc, un autre indicateur aussi sur lequel vous allez devoir vous baser pour construire votre stratégie de contenu, c'est tout ce qui va être type de résultat. C'est ce qui va vous permettre en fait d'orienter finalement la typologie du contenu que vous allez devoir produire, parce que vous vous en doutez, sur les SERP, la recherche universelle, il y a plein de typologies de résultats qui sont disponibles. On va retrouver nos résultats organiques, donc c'est les liens bleus classiques. On va avoir de la PAA, donc les People Also Ask, c'est les blocs de questions, de l'image, on peut avoir de la vidéo, de la recette, etc. Donc tous ces types de résultats, on va pas du tout les adresser de la même façon et avec la même typologie de contenu. Pour identifier les typologies de résultats qui sont déclenchées, vous allez pouvoir utiliser pas mal d'outils. Des outils en fait qui vont scraper la SERP sur une liste de mots-clés donnés. Évidemment, il faut vous donner à manger à l'outil, sinon il va pas scraper grand-chose, quoi.
Donc ça, voilà, il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez notamment utiliser Autoritas qui fait assez autorité sur le marché. En tout cas, nous, c'est vraiment notre outil chouchou pour identifier des datas liées à la sémantique hyper précises. Et en fait, donc cette donnée-là, donc vous allez identifier donc la part des types de résultats qui sont déclenchés sur les mots-clés et vous allez pouvoir aussi la mettre en corrélation avec votre visibilité par type de résultat. Donc, par exemple, si on identifie que sur ce secteur, les people also ask sont très présentes et qu'on n'est pas du tout positionné en PAA, ben, ça va être aussi un champ d'action à prioriser. Si j'ai de la vidéo, si mon premier acteur en plus de visibilité sur les SERPs, c'est YouTube, et ben là, je vais peut-être me dire, il y a potentiellement un gros intérêt à créer une chaîne YouTube et à adresser des contenus vidéo à mon audience parce que Google, en effrayant, il les met en visibilité, en top visibilité dans ses pages de résultats et l'internaute demande aussi ce type de contenu. Voilà, donc il y a plein de choses à faire vraiment avec cette data-là, cette typologie de contenu. Et là, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'était un graphique assez macro sur un secteur d'activité. Le but, c'est d'avoir vraiment une granularité dans la data sémantique et du coup de ramener les typologies de résultats à des thématiques de mots-clés. Toujours dans ce mindset de prioriser. Parce qu'encore une fois, on insiste en SEO. En plus, quand on s'attaque à des marques qui sont présentes sur des secteurs hyper larges, on peut être un peu noyé. Donc, le but, c'est d'avoir rapidement des résultats, donc de prioriser. Donc, du coup, si on rattache ces types de résultats-là à des thématiques de mots-clés, alors là, on n'est plus dans les bijoux. Nous venons de basculer dans le secteur de la food et notamment plutôt healthy avec les céréales. Sur l'exemple qu'on vous a montré là, on se rend compte que sur la thématique barre de céréales, c'est là où j'ai le pourcentage de PAA le plus important. Ça veut dire que c'est mes mots-clés qui sont liés aux barres céréales, c'est eux qui génèrent le plus de résultats PAA dans les pages de résultats Google. Donc, à partir de ce moment-là, moi, ça m'aide à dessiner ma stratégie SEO, cet indicateur-là. Je vais pouvoir me dire, par exemple, que sur la barre céréales, je vais pouvoir développer des blocs FAQ sur les pages catégories de produits pour répondre à des questions un peu plus macro sur les barres céréales. C'est vrai que nous, dans les PA, on s'était, par exemple, rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions liées à la réalisation de barres céréales à la maison, donc plutôt recettes, aussi sur l'apport énergétique, sur le côté healthy, justement, de ces barres céréales-là, de quel type de céréales, quel type de céréales est le mieux pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Donc, il y avait une vraie valeur ajoutée à pousser des blocs FAQ dans une page de catégorie produits avec des questions plutôt macro. Et après, venir finalement développer aussi la partie informationnelle, donc avec des questions peut-être beaucoup plus précises et beaucoup plus conseils, comme les recettes, tout ça, pour se positionner en tant qu'expert sur le domaine des barres céréales, enfin en tout cas permettre à notre marque d'être présente sur ce type-là. Et donc pareil, sur les articles de blog, quand on a autant de produits dans un e-commerce, on peut se dire qu'est-ce que je vais prioriser comme sujet ce mois-ci, qu'est-ce qui est important. Ça nous aide à prioriser dans notre calendrier éditorial les sujets à développer en priorité. C'est beaucoup de prioriser que je dis là, mais en priorité sur la partie éditoriale. Puis au-delà en fait de la typologie de résultats qui sont déclenchés sur vos thématiques de mots-clés, il y a une data qui est hyper importante à identifier et à récupérer, c'est l'intention de la recherche de vos mots-clés. Pour le gros sujet, l'intention de la recherche. Gros sujet très tendance, mais en ce moment, mais que pourtant il a toujours fallu traiter. En tout cas, sur cet exemple ici, sur les barres céréales, alors attention, on ne parle pas de choc à pic, on est plutôt dans un truc hyper healthy pour ce client. On avait identifié en fait que les mots-clés de cette thématique avaient plutôt une intention de recherche en fait informationnelle à but transactionnel, ce qu'on va appeler chez nous research. Vous pouvez aussi l'appeler intention commerciale. Donc, pour identifier l'intention de la recherche, évidemment, il y a des outils qui vont vous permettre de récupérer cet indicateur. Mais gros warning quand même, le SEO, c'est avant tout du jus de cerveau. Il faut réfléchir tout simplement et déjà commencer par observer les pages de résultats. En fait, l'intention de la recherche, au-delà des outils, vous allez pouvoir la déterminer en observant
on l'a dit tout à l'heure, la typologie donc les types de résultats déclenchés. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'il y a beaucoup de PA. Effectivement, ça tend plus vers l'informationnel, mais à but commercial, et aussi les types de pages présentes sur les SERP. Et donc, en l'occurrence, avec cet insight-là, cette intention de recherche qu'on aura identifiée, on sait qu'on va plutôt partir sur le développement de contenu de type guide d'achat pour guider l'internaute dans son parcours et qui est encore dans une phase en fait de recherche où il a besoin de comparer les différents types de produits présents sur le marché avant de prendre sa décision pour construire du muscle. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et donc, pour le coup, je vous le disais, c'est vraiment un indicateur primordial à intégrer, donc une data à intégrer à l'ensemble de vos analyses sémantiques. Donc pour le coup, là, c'est vraiment par mots-clés, mais en général, ce qu'on dessine, c'est que dans une même thématique, on fait une pondération. Voilà, il y a une pondération pour voir quel est le plus grand type d'intention de recherche. Alors pour le coup, là aussi, je vous ai parlé des types de pages positionnées. C'est hyper important pour identifier cette intention de recherche parce que si sur la SERP, vous allez avoir en grande majorité des pages de type produit ou des pages catégories, on peut se douter qu'on est plutôt sur une intention de recherche transactionnelle. Voilà, qu'on est plutôt en haut du parcours, quoi. Et donc pour ça, encore une fois, vous allez pouvoir utiliser des outils de scrap des pages de résultats. En l'occurrence, là, c'est encore un appel API Autoritas. Cette conférence n'est pas sponsorisée par Autoritas. Absolument pas. Nous rendons hommage sans argent. Enfin, je veux dire. Exactement. Mais on les aime beaucoup. Coucou Laurence, si tu m'écoutes. Mais voilà. Et du coup, ça, c'est une fonctionnalité spécifique de l'API qui s'appelle Smell of the SERP, donc savoir respirer la SERP, qui est primordial pour construire une stratégie SEO. Si vous ne comprenez pas ce que Google veut et ce que Google donne aux internautes, vous réussirez jamais à être visible. Donc via ça, je vais savoir en fait quelle typologie de page créer pour répondre à l'intention de recherche de mes mots-clés au sein de ma thématique. Je sais pas si on est en retard ou pas. Je pense pas, il est 11h06. Ouais, 11h06, je pense que ça va. Ouais. Ok. Autre indicateur sémantique à prendre en considération dans votre stratégie de contenu et qui peut paraître, mais moi je trouve d'une logique implacable, mais que parfois dans la précipitation on se rend pas compte, c'est juste de regarder vraiment les mots qui sont utilisés, vraiment les verbatims qui sont utilisés par les internautes. Exemple concret, véridique. Encore une fois, c'est tiré de faits réels. On est ici le graphique que vous voyez. Donc c'est vraiment sur l'occurrence des mots qui sont utilisés dans les requêtes et la thématisation qu'on en a fait de ces mots-là. En fait, on s'est rendu compte. Alors là, on est dans le secteur du lait pour bébé. Je pensais à un truc, non, mais parce qu'on vient de dire qu'on avait gagné Yoplait et c'est vrai qu'on est beaucoup dans le lait en fait. Ah oui, chez pourtant on n'en boit pas. Ouais, c'est ça, mais très pro sur le lait. Donc là, on est sur le lait bébé et on se rend compte en fait, en regardant les verbatims utilisés par les internautes, que la recherche de lait pour bébé est énormément faite par âge. On va dire, ouais, logique. Ouais. Je donne pas n'importe quel lait à mon bébé, c'est forcément selon l'âge. Mais ce n'est pas tout. Parce que vraiment, en regardant de plus près, en fait, on se rendait compte que les internautes, certes, il y avait le critère de l'âge qui était primordial, mais ils l'exprimaient d'une façon très précise, qui était premier âge, deuxième âge, troisième âge. Et non 6 mois, 12 mois ou 24 mois. Et cette différence, elle fait pour beaucoup. Parce que c'est vrai que sur le site sur lequel on travaillait, en fait, les équipes marketing produits avaient présenté les produits effectivement par segmentation par mois parce qu'ils se disaient que c'était beaucoup plus accessible au grand public. C'est vrai que le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge, c'est assez flou et il faut déjà un peu s'y connaître. Et finalement, non, l'audience s'y connaît. On a estimé que c'était sans doute parce que les médecins parlaient de cette façon-là et que du coup, les parents gardaient cette même façon de s'exprimer. Et juste en optimisant rien que ça, supprimer le mois et plutôt faire par catégorie d'âge, ça a été un boost énorme en SEO parce que plus tu es près de la demande des internautes et plus forcément Google t'apprécie. Ouais, comme quoi les synonymes c'est important, c'est important de varier, mais parfois il faut coller au plus près de ce qui est réellement tapé, quoi. Et alors un autre indicateur qui est vraiment une mine d'or aussi pour votre stratégie de contenu. Donc là, on est plutôt dans une logique d'analyse et d'optimisation
de l'existant, c'est d'aller checker en fait quelle URL est positionnée sur vos mots-clés. Donc, en l'occurrence, on sort du secteur du lait. Là, on est plutôt sur la thématique de la sécurité de la maison. Et pour le coup, ce qu'on identifie ici, c'est que sur une liste de mots-clés liés au matériel des alarmes, j'ai une sous-thématique de mots-clés qui concerne les kits pour alarme. Et donc, mon top mot-clé kit alarme maison, je m'aperçois que l'URL qui ressort, en tout cas qui est la mieux positionnée sur ce mot-clé, c'est ma page alarme maison. Or, attention, je sais que j'ai une page en fait, qui en l'occurrence en plus est une page listing produit, qui est dédiée au kit alarme maison. Alors que ma page alarme maison, c'est plutôt une LP assez générique et qui va plutôt adresser en fait les services liés aux alarmes, comme par exemple la télésurveillance, mais qui est pas voué à vendre du matériel d'alarme. Alors que le kit, on est vraiment sur de l'achat de matériel sans service supplémentaire et à poser et installer soi-même. Et donc là, finalement, avec cette analyse-là, je me rends compte qu'il y a un potentiel problème de cannibalisation entre mes pages, donc peut-être un problème de duplication de contenu. Donc là, vous allez devoir vous pencher vraiment sur l'analyse de vos deux pages et identifier pourquoi cette page se positionne et c'est pas celle qui était prévue qui se positionne quoi finalement. Donc ça peut être lié à un certain nombre de choses, hein. À la fois tout simplement le contenu déjà. Commencez par là, allez analyser votre contenu, comment il est construit, quels mots-clés il cible, donc vraiment le ciblage sémantique. Ça peut être lié aussi, par exemple, à une stratégie de backlinks qui a été mal mise en place, en ciblant sur l'encre, je sais pas, kit alarme maison, qui cible la page alarme maison et pas ma page kit. Ça peut aussi être lié à un maillage interne qui est mal optimisé. Donc voilà, il y a plein en fait de réponses, hein, comme toujours en SEO, mais c'est pour ça que c'est hyper important de pas seulement en fait regarder votre position organique sur les mots-clés, mais de bien regarder la page positionnée. Parce que ça, on peut avoir tendance à l'oublier quand on est focus sur nos positions, vraiment. C'est pour ça que là, par choix, on vous a pas mis le positionnement. Vraiment, déjà, regardez les pages. C'est un parti pris très fort. Non, mais voilà, regardez les pages, ça vous permet de sortir un petit peu de « Ah là là, je suis top 5, top 10. » Voilà, déjà, quelle page est positionnée. Et tu as prononcé un terme qui était la cannibalisation. Ouais. Y a un terme qui est très très proche, c'est la duplication de contenu. Et effectivement, l'analyse de la duplication de contenu, c'est hyper enrichissant dans une stratégie éditoriale. On peut vraiment avoir énormément de choses qui se dessinent pour notre stratégie SEO. Alors, la duplication de contenu, généralement, on la fait via un crawler. Les plus connus, je vous les ai mis là, sont Screaming Frog, Botify et Uncrawl. On va pas rentrer dans un débat aujourd'hui sur lequel et pourquoi et quels sont les avantages de chacun. En tout cas, il faut passer par un crawler là-dessus. Et nous, on vous conseille vraiment la duplication de contenu, de le prendre en compte dans cette analyse de data liée à la sémantique et votre stratégie de contenu. Là où on veut nous vous interpeller, certes, tous les outils ne fonctionnent pas pareil, mais il y a quand même cette alerte qui marche pour tous les outils, c'est le taux de similarité. C'est-à-dire que si vous êtes sur un site e-commerce où vous avez un méga menu parce que vous avez beaucoup de produits et un footer assez important parce que vous avez pas mal d'entrées sur votre site, vous allez avoir tendance à avoir un taux de similarité entre vos pages assez élevé. Or, ça ne veut pas dire que le contenu en tant que tel est vraiment dupliqué. Donc nous, si vous êtes dans cette configuration de méga menu et de footer assez important, faites un filtre sur les pages qui ont plus de 80% de similarité. Et là, normalement, vous allez tomber sur des pages qui sont trop similaires entre elles et qui sont vraiment liées à votre contenu. Et en plus, quand vous allez avoir ce listing-là, les types d'actions à mener, c'est généralement de la réécriture, on regarde les URL, enfin voilà. Il y a toute une optimisation après sémantique à aller fournir sur votre stratégie SEO, sachant que la duplication de contenu, l'impact, il est quand même assez énorme sur Google. Quand on commence à corriger la duplication de contenu, ça va assez vite sur le boost de visibilité lié à ces pages-là. Et pour rester sur la thématique de cannibalisation et de duplication de contenu, il y a un outil qui, en plus, est gratuit et qui est une mine d'or, mais alors vraiment une mine d'or quand vous vous lancez dans la stratégie de contenu et donc dans l'analyse de data. C'est pour ça qu'on avait fait un live dessus. Évidemment, c'est la Search Console.
Et en fait, la Search Console, vous allez pouvoir identifier plein de data intéressantes. Alors, pour le coup, ici, on va vous donner un exemple pour justement détecter si vous avez des pages qui se cannibalisent et donc s'il y a potentiellement un problème de duplication de contenu. Pour ça, vous devez aller dans le rapport performance de votre Search Console et vous allez devoir cliquer sur le mot-clé qui vous intéresse. Donc, par exemple, un de vos top mots-clés, ici en l'occurrence, bracelet personnalisé. Et en cliquant sur le mot-clé, la Search Console va vous donner l'ensemble des pages en fait qui vont se positionner, en tout cas se positionner et générer des impressions sur le mot-clé. Et donc là, vous allez pouvoir faire une analyse hyper intéressante. En l'occurrence ici, on voit que la page qui génère le plus d'impressions sur le mot-clé bracelet personnalisé, c'est bien la page bracelet personnalisé. Et ça, on est content. Donc jusque-là, pas de problème, on est contente. Après, on est moins contente. On tire un peu la tronche parce qu'on s'aperçoit qu'on a la page bijoux aggravé qui génère aussi pas mal d'impressions et potentiellement des clics. Donc il y a potentiellement une déperdition en fait de trafic entre les deux. Mais en même temps, ces deux types de sémantiques-là sont assez connexes et assez proches. Personnalisés. Voilà, exactement. Mais du coup, il y a peut-être un travail à faire sur l'arborescence. Ouais. Ça nous indique quand même qu'il y a potentiellement des optimisations sur lesquelles on peut jouer. Et après, on voit que j'ai pas mal de pages produits. Et là, pour le coup, c'est pas du tout normal parce qu'en plus, c'est pas des produits qui concernent de la personnalisation parce que dans mon le perroquet, je te jure. La perruche. Non, mais tu sais, je suis passionnée et du coup, quand je suis passionnée, je répète ce que les gens disent parce que je suis particulièrement d'accord avec eux. Je vois très bien. Mais donc, effectivement, là, c'est vraiment le signe qu'il y a un mauvais ciblage sémantique, en fait, sur l'ensemble de mes pages produits. Donc là, pour le coup, il y a des actions à mettre en place et des actions assez prioritaires parce que non seulement ces pages produits, elles généraient des impressions, mais elles généraient aussi pas mal de clics. Donc, on avait vraiment une déperdition et en plus, ça s'en ressentait potentiellement sur le chiffre d'affaires parce que mauvais ciblage sémantique dit que finalement, la page, elle n'est pas hyper qualifiée par rapport aux mots-clés qu'a tapé l'internaute. Donc là, pour le coup, c'est surtout une réécriture des contenus à prévoir et un petit ménage aussi dans l'arborescence et dans le travail de maillage interne. Ça en fait des choses, hein. Ouais. On en a parlé d'indicateurs. Voilà. Du coup, on a tenté une slide un peu récap, qui chaque bloc, c'est une action, généralement une recommandation que généralement on retrouve dans les roadmaps édito et dans l'expertise SEO, et qu'on a rattaché aux indicateurs dont on vient de vous parler liés à la sémantique. Donc, par exemple, si je commence la priorisation des actions, par quoi je commence? Eh ben, là, l'indicateur, ça va être vraiment la récupération de la demande des internautes, donc vraiment le travail d'analyse de votre analyse sémantique et ce fameux exercice qu'on vous a présenté dès le début de intérêt versus visibilité. Et on les met en parallèle et on se rend compte que finalement, j'ai pas mal d'efforts à faire sur une thématique qui est vachement recherchée, donc des potentiels gains. Et ce qui en plus nous donne une indication aussi sur la pression concurrentielle. Tout à fait, la pression concurrentielle. C'est vrai que on a fait des choix. En plus, vous voyez qu'on est assez bavarde parce qu'on adore ça, nous discuter avec vous. Il y a beaucoup d'autres indicateurs comme la puissance concurrentielle qu'on aurait pu aussi évoquer dans cette présentation, mais à un bout d'un moment, il faut faire des choix. Nous avons priorisé nos actions, nous aussi. Mais voilà, il y a plein de choses. Et puis, si vous avez des questions, on y répondra là dans quelques instants. Et également présente sur les réseaux pour venir nous parler. Nous sommes très disponibles. Sur la création, dans la stratégie de contenu, on va vouloir généralement créer des nouvelles pages pour aller conquérir d'autres champs sémantiques ou aller préciser certaines thématiques de notre site. Et là, on a dit qu'on allait regarder notamment la répartition des expressions par thématique parce que ça nous donnait une indication sur la richesse sémantique et donc des potentielles pages qui ciblent des requêtes très précises sur lesquelles on va pouvoir aller se positionner. Et donc, avec notre histoire de facettes, notamment le nombre de références produits, c'est vrai que vraiment, on attire votre attention là-dessus. On peut avoir tendance parfois à créer une multitude de pages pour aller conquérir des thématiques très, 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 très précises. Mais attention quand même à avoir des références produits qui sont rattachées parce que créer des pages à moitié vides, dans tous les cas, ça ne va pas vous aider, voire même pénaliser l'ensemble de la thématique parce qu'on n'envoie pas des signaux très positifs à Google, même à l'internaute, qui peut être frustré par le nombre de références produits que vous pouvez proposer.
C'est clair. Et donc le troisième indicateur hyper important, vous l'avez compris, hein, c'est l'intention de la recherche. Donc l'intention de la recherche, attention, encore une fois, vraiment attention à celle qui est donnée par les outils. Je pense notamment à SEMrush. Donc vous savez, transactionnel, commercial, exactement. C'est une bonne base, mais il faut pas se baser que là-dessus. Basez-vous aussi sur la typologie des résultats qui sont déclenchés sur les SERP, sur votre thématique de mots-clés et surtout sur la typologie des pages positionnées. Et là, vous aurez quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup plus précis. Et enfin, la troisième partie, quand vous allez vous attaquer vraiment à l'optimisation de l'existant, là, on va repartir sur l'analyse des verbatims. On l'a vu tout à l'heure hein, sur le lait, donc avec le deuxième âge ou l'explication en moi. Et puis, tout ce qui est, on va s'attaquer à l'analyse de la duplication de contenu et de la cannibalisation interpage. Voilà, si vous devez retenir quelque chose, c'est ces 4 piliers. Et quand on fait tout ce boulot-là avec tous ces indicateurs-là, ah bah là, on en a de la roadmap. Et effectivement, on arrive à dessiner, en tout cas nous, à travers une analyse sémantique et un audit, on arrive pratiquement à dessiner 1 an d'action, d'expérience, parce qu'on peut pas, généralement, une équipe chez l'annonceur peut pas aller déployer 1000 actions d'un coup, ça s'étale forcément dans le temps. Donc généralement, avec cette méthode, on a de quoi avoir une vraie vision stratégique sur 1 an. Et là, c'est un exemple de roadmap que nous, on fournit et qu'on vous conseille et que ça soit aussi collaboratif, cette roadmap-là. Et vraiment, la priorisation, le statut où vous en êtes, les commentaires de « Ah bah ça, finalement », avec notamment les équipes techniques. C'est « Ah bah finalement, ça, je peux pas. Est-ce qu'on peut pas trouver un compromis pour changer ce template-là » ou tout ça. Vraiment, la communication, la proximité, c'est vraiment ce qui fait que notre métier, on arrive à mettre en place les choses et que notre métier est vraiment chouette. Donc, fichier collaboratif. Donc là, vous avez vu, on vient de vous dérouler toute une présentation, toute une conférence sur l'éditorial SEO et on n'a pas mentionné une seule fois les titles et les H1. Alors attention, hein, je dis pas que c'est pas important. Si on a un H1 pété, évidemment, on va avoir du mal à être positionné. Mais comme quoi, en fait, l'éditorial SEO, c'est pas simplement d'une part juste de la création de contenu en allant cibler un mot-clé. C'est pas ça du tout. Il y a tout un tas d'actions à prioriser et à mettre en place pour aller remonter. Et surtout, basez-vous et appuyez-vous sur des indicateurs data concrets qui vont vous aider à la prise de décision. Voilà. C'est ça. Et là, on dessine une vraie stratégie éditoriale avec un grand E. Et ça. Non, ce n'est pas que de la réécriture de title et de H1. Exactement. Voilà. Bah, merci pour votre écoute, en tout cas. On a terminé. Ouais, nous, on a terminé. Alors, je sais pas merci beaucoup. Merci. Là. Quelle réactivité. On suit. C'était très fourni, c'était vraiment très très bien. Du coup, on a pas mal de questions. On a désolé, on a été un peu bavard, on est peut-être un peu short. C'est pas grave, non, mais c'est très très bien en fait. On aime bien quand ça dépasse un peu. Ça permet aussi d'avoir plus d'infos et c'est pas très grave. Les gens regarderont le replay et prendront plus du temps aussi pour avoir des réponses à leurs questions. Donc, on va démarrer les questions. Hop, on va essayer d'avoir 10 minutes pour les questions. On aura quelques minutes de retard sur la prochaine conférence. Ce n'est pas très grave, mais désolé. On a déjà... Non, mais c'est pas très grave. On a Pierre-André qui attend déjà dans le lobby. Désolé, Pierre-André. Et puis, je pense que on va s'en sortir. Donc, du coup... je te laisse peut-être aller chercher des questions, Baptiste. Ouais. Et moi, en attendant, en fait, j'en avais quelques-unes aussi, donc j'en profite comme ça. La primeur des questions. Et nous, on espère qu'on aura les réponses. Non, mais c'est juste que ça permet d'avoir des précisions complémentaires. C'est vrai que j'avais prévenu dès ce matin à 9h, même avant, j'avais dit aux gens, attention, les conférences, c'est du haut niveau. Parfois, voilà, vous n'allez pas tout à fait tout comprendre, c'est normal. Il ne faut pas hésiter à aller voir les replays, il ne faut pas hésiter à voir tous les sujets autour de cette conférence. Et c'est vrai que c'est toujours court. On pourrait parler des heures et des heures et des jours sur ces sujets-là, notamment sur... C'est sûr que nous, on a la capacité de le faire. On reviendra pour une deuxième session. On vous réinvitera. Et
Du coup, notamment, par exemple, vous avez beaucoup parlé d'Autoritas. Et est-ce que vous avez d'autres outils que vous utilisez? Alors, j'ai vu tout à l'heure sur les slides, notamment, vous aviez mis Screaming Frog, Botify, OnCrawl, etc. Est-ce que vous utilisez d'autres outils, notamment, on parlait de la stratégie, parce qu'on parle de stratégie sur le contenu. Comment vous faites pour faire la rédaction? Vous passez par des prestataires? Vous faites ça en interne ou vous utilisez des outils? Voilà, comment vous faites? C'est quoi votre secret? Pour la création de contenu pur et dur? Par exemple, il y avait plusieurs questions. Oui, pardon, moi aussi je me perds parfois. Alors, récupération de la data. Déjà, effectivement, nous, pour tout ce qui est data purement sémantique, donc typologie de résultats, etc., Autoritas à fond. Les volumes de recherche, Autoritas à fond, parce qu'effectivement, on a l'habitude que leur clé API, elle est vachement bien et qu'on sait comment faire les appels, tout ça. Il y a en plus un account manager qui est au top. Après, il existe pas mal de en fait, tant que vous avez un scrap, il y a vachement d'API de scrap qui existent. Après, à vous de faire le choix de ce que vous préférez en termes aussi de dev et d'appel de clés API. C'est vrai que nous, on l'aime bien, l'Autoritas, parce qu'elle est très complète sur la récupération de data. C'est aussi ça qui fait la différence entre les différentes clés API. Et c'est aussi ça qui fait la différence avec le prix. C'est vrai que Autoritas n'est pas forcément ultra accessible. En tout cas, vu que nous, on l'utilise beaucoup, ça le devient. Mais si vous commencez, il y a plein d'autres clés API de scrapping qui existent et qui peuvent très bien faire l'affaire. Fournir de la data, quoi. Ouais, exactement. Pour récupérer la data directement de Google. Et Autoritas, il me semble qu'ils sont anglais. De mémoire, ils avaient sponsorisé un SEO Camp à Paris il y a quelques années de cela. Mais c'est vrai qu'ici, on ne les connaît pas beaucoup. En France, on ne les connaît pas énormément. Ils sont très sympas, très accessibles. Ça ne m'étonne pas. Lawrence. Et là, ils ont sorti une étude d'ailleurs sur la SGE. Ils ont fait un gros test. Du coup, on en parlera dans le Twitch notamment. Super, le 17 janvier, si je me... Ouais, exactement. On parlera donc n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Merci. Voilà. Donc la deuxième question, c'était les outils, la data, et puis la rédaction, en fait. Comment on procède une fois que vous avez la stratégie qui est en place? Vous faites comment? Alors nous, on procède tout d'abord, il y a un expert qui va fournir un brief SEO, donc qui va se baser sur les datas de l'analyse sémantique, donc un brief très précis qui ressemble plus ou moins à un texte à trous, qu'on va fournir aussi du coup à un rédacteur. Donc pour le coup, nous on travaille avec des rédacteurs en interne, on a un studio créa de contenu et ça peut aussi nous arriver, selon la thématique et la typologie des pages, par exemple sur des pages catégories, de passer par l'IA. Voilà, donc ça, pour le coup, par ChatGPT, on a mis une méthodologie en place avec un MyGPTs et on fait comme ça. Mais on aime beaucoup aussi l'humain et surtout, dès qu'on fait de l'IA, il y a toujours une repasse humaine derrière. Ouais, on vous le conseille. C'est ça. Et surtout, c'est basé sur un vrai brief fait par un expert SEO. Ouais. Voilà, c'est pas juste écris-moi un contenu sur le lait bébé, quoi, par exemple. Et je complète parce que Marie-Lou parle de l'IA et de ChatGPT. Pour l'analyse sémantique, notamment quand on commence, tu vois, la recherche de mots-clés et que c'est un secteur qu'on connaît pas forcément, ça arrive, on connaît pas tout, et qu'on veut avoir une cartographie du secteur pour aller après cibler les mots-clés. ChatGPT est incroyable. Là-dessus, nous, on l'utilise beaucoup pour cartographier le secteur et tu as une super méthode par rapport à ça. C'est ça. En fait, il faut lui demander toutes les ontologies présentes sur un secteur d'activité, donc par exemple sur la sécurité de la maison. Donc attention, il va pas nous sortir des mots-clés, c'est vraiment en fait des grands sujets connexes qui vont nous servir à créer un mind map. Et du coup, après, nous, pour aller identifier les mots-clés, on va repartir de ce mind map et ça nous permet de pas passer à côté de choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Par exemple, tout bêtement, sur la sécurité incendie, moi, naturellement, j'avais pas du tout pensé au système d'arrosage qui se déclenche automatiquement en cas d'incendie. Si j'avais pas eu ce mind map, je serais peut-être passé à côté, ou en tout cas, j'aurais dû faire énormément de recherches qui m'auraient pris beaucoup plus de temps. Merci pour la réponse, c'était très clair. Du coup, Baptiste, tu peux nous mettre quelques questions, s'il te plaît? On t'entend plus, en fait, Baptiste. Tu as peut-être un micro qui a été coupé, mais c'est pas grave, tu peux peut-être mettre la question en avant et je vais la lire en attendant.
Comment trouver la répartition des expressions pour chaque mot-clé? Alors nous, quand on parle de répartition des expressions pour chaque mot-clé, non, pour chaque thématique, je pense. Ouais. Je pense que ça voulait dire pour chaque thématique, le fameux tableau qu'on voyait tout à l'heure, on compte. En fait, c'est des formules sur un Google Sheet où on compte le nombre de mots-clés qui sont rattachés à une thématique. Ce qui nous fait du coup la richesse sémantique de chaque thématique de mots-clés qu'on peut avoir dans notre Google Sheet. C'est ça. Si t'es pas à l'aise avec les formules, tu peux passer par un tableau croisé dynamique. Tout simplement, tu prends ta thématique en ligne, mots-clés, valeurs, et ça te donne la répartition, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est un indicateur qui est assez simple. En vrai, quand on a fait beaucoup ce boulot de recherche de mots-clés, qui est assez simple à récupérer. Est-ce qu'on m'entend mieux? Oui, on t'entend mieux. Ah oui, on t'a retrouvé là, ouais. C'est mieux, Baptiste. Merci. Oui, donc petit problème technique, c'est bon. Je t'ai vu te déco. Je me suis déco. En fait, j'avais débranché mon micro et je l'ai rebranché. Merde, n'a pas aimé. Oh, nous, on ne juge pas. Tu sais, des problèmes techniques sur Twitch, on en a tout le temps. C'est les joies du live. C'est les joies du live. On avait des questions. Alors, c'était des questions plus ou moins. Disons qu'il y a pas mal de gens. Oui, on avait une question au départ, en fait, à peu près au tout début, c'était comment vous définiriez la data sémantique? Notamment, on a ça qui est revenu assez souvent, parce que c'est vrai que du coup, moi, de ce que j'ai compris, c'est toutes les données qui tournent autour des mots-clés, on va dire, et de la sémantique pour produire votre stratégie. Voilà, donc c'est ce que j'ai compris, mais c'est vrai qu'on a eu cette question au départ. C'est très bien fait ça, très bien compris. Donc toutes les données que vous allez pouvoir récupérer, donc des indicateurs clés que vous allez pouvoir récupérer autour de vos mots-clés, donc de la sémantique, mais aussi au-delà du mot-clé, tout ce qui est lié à la page de résultats, parce qu'un mot-clé déclenche des résultats, des typologies de résultats, des pages. Et donc ça fait partie, en tout cas pour nous, de la data sémantique. Et donc, au global, c'est les indicateurs sur lesquels vous vous appuyez pour construire votre stratégie de contenu. Et je pense que le message principal qu'on essaie aussi de transmettre à travers ce type de conférence, c'est dire que le SEO, c'est pas simplement une liste de mots-clés. Qu'il faut toujours attacher le mot-clé à d'autres indicateurs, que ce soit la performance ou tout ce que vient de dire Marie-Lou. C'est pas qu'une affaire de mots-clés. Merci pour la réponse. Et donc, on avait divers messages en fait qui nous demandaient, enfin qui vous demandaient plutôt, si vous pouviez revenir un petit peu sur les facettes. Il y a des gens qui oui, en fait, il y a plein de termes, c'est normal, entre les PAA, les SERP, il y a des gens qui ne sont pas forcément. Mais du coup, faut pas hésiter à chercher sur Google si vous avez des questions aussi et qu'on n'a pas le temps de répondre. Et en plus, pour le coup, on s'excuse parce que alors nous, on essaie de vulgariser au max, mais je pense que quand on a la tête dedans, en 40 minutes, et puis quand on a la tête dedans, nous c'est notre métier, c'est vrai qu'on se rend pas compte. Alors mais j'ai prévenu les gens dès le matin, je leur ai dit attention, faut pas hésiter à chercher. Et après sur YouTube, il y a des gens qui ont répondu. Je veux dire dans les commentaires. Voilà, donc les facettes et tout ça c'est. Je peux vous laisser répondre, pardon. Mais ce n'était pas par prétention, en tout cas, sachez-le, c'est juste par automatisme, mais c'est pas pour nous la péter ou par prétention, et on comprend que ça soit pas évident. Nous, il y a plein de sujets où on comprend rien. C'est clair. Donc, désolé. Mais est-ce que du coup, il y a une question précise sur la facette auquel vous voudriez qu'on réponde ou pas? Non, alors je sais pas, c'est peut-être pas évident d'y répondre comme ça. C'était un petit peu le côté facette, c'est un peu flou pour moi, mais bon, est-ce que c'est pas évident de refaire la conférence? En plus, tu l'as refait? Oui, alors déjà, il faut bien distinguer une facette, du coup, donc une page filtrée. Une page filtrée, c'est juste une page, donc une page catégorie e-commerce qu'on va pouvoir filtrer en sélectionnant des critères, taille, prix, taille, etc. Et qui va être filtrée côté utilisateur, donc il ne va pas générer d'URL. Une page facette, au contraire, va générer une URL, soit propre, soit à paramètres, ça dépend de comment on peut faire d'un point de vue technique. Et surtout, cette page facette, on va vouloir la rendre crawlable. Donc crawlable,
accessible en fait au robot Google qui va pouvoir la parcourir et du coup indexable qui va pouvoir se positionner dans les pages de résultats. A contrario, une page filtrée côté utilisateur ne se positionnera pas dans les pages de résultats, donc on ne pourra pas aller chercher le champ sémantique ciblé. Et pour aller plus loin, il y a un super guide très très complet sur les facettes. Il y en a un qui est disponible sur le blog de Uncroll. Ouais, Uncroll, ils sont bons là-dessus. Ouais. Et il y en a aussi dans le réacteur. Ouais. La lettre réacteur d'abondance, si vous cherchez dans les archives, il y a de très bons guides sur toute la partie déploiement technique de la facette. Voilà. Merci beaucoup pour les références. On va peut-être passer une petite dernière question, celle de Julien. Je peux la mettre en avant, peut-être. Ah, pardon. Oula. Ah, mais si. Ah, un classique, celle-ci. C'est une très bonne réflexion. Pour le coup, on l'entend souvent. Donc moi, de ce que je comprends à travers la question qui apparaît, c'est est-ce que finalement, ça a une importance d'être dans les PA parce qu'il n'y a pas un taux de clic incroyable, donc pas beaucoup de trafic à aller récupérer. Moi, la réponse que j'ai tendance à faire, c'est que ces PA, elles existent. Quoi qu'il arrive, elles existent avec ou sans vous. Google a décidé de mettre en avant ce type de résultat-là parce qu'il trouve ça pertinent pour ses internautes. Donc moi, la réponse que je pose à chaque fois, la question que je pose à chaque fois, c'est vous préférez être présent dessus ou que ça soit vos concurrents? Moi, perso, je préfère que ce soit la marque avec qui je bosse. Donc du coup, s'il y a cette opportunité-là, autant y aller. En plus, certes, c'est pas là où on va avoir le plus de trafic, mais en termes de notoriété, c'est comme ça qu'on construit la notoriété au fur et à mesure. C'est parce qu'il y a votre marque qui apparaît et ça rentre dans l'esprit des internautes. Donc si elle y est, franchement, moi, je trouve ça dommage de se dire non, ça nous rapporte pas assez de trafic, on va pas le travailler. C'est quand même un super espace et vaut mieux que ce soit nous que nos concurrents. C'est ça. Donc, je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais je pense que ça voulait dire ça. C'était très clair. Du coup, si vous avez d'autres questions et qu'on n'a pas eu le temps d'y répondre, je suis désolé, mais il faut pas hésiter à aller les contacter directement sur les réseaux sociaux, puisqu'elles nous ont bien dit qu'elles étaient réactives. Donc, réactives et disponibles. Oui, tout à fait disponibles. Donc c'est super, c'est très sympa parce que c'est rare d'avoir des gens qui soient disponibles et réactifs comme ça sur Internet. C'est super cool. Donc n'hésitez pas à aller les contacter et puis suivez leur live dans 6 jours. Voilà. Ouais, on se voit le 17. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Et bonne journée. Merci à vous. Merci à vous. Salut. Profitez bien. À bientôt. Salut. Salut, à bientôt.